Ouais, voilà, ça enregistre. Juste Ok. déjà de voir où est-ce que tu en es. De te présenter déjà aussi, toi, comment est-ce que tu te présentes? Ah, le pitch, Ah, le l'exercice pitch. difficile. Du coup, moi, je m'appelle Nora, entrepreneur social, mais en gros, entrepreneur. J'ai créé, je n'ai pas créé d'ailleurs, je l'ai co-créé avec un super associé qui s'appelle Jérôme, une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle Mon Entrepreneur Social et qui vise à valoriser et mettre en avant les travailleurs invisibles. Donc, par travailleurs invisibles, j'entends tous les agents de prestation de services, notamment dans le milieu de la propreté, de la sécurité, etc., du gardiennage, qui sont des emplois en fait qui sont sous-traités en entreprise Ouais. auprès de prestataires et qui malheureusement aujourd'hui en France sont ultra précarisés. Du coup, en partant de cette problématique-là sociale, on a réfléchi à comment on pouvait offrir des solutions à la fois pour améliorer le quotidien des agents, des prestataires aussi, leurs employeurs, mais aussi des entreprises qui recrutent ce type de prestataires. Donc, en gros, on a décidé de valoriser les prestataires en les accompagnant sur des démarches de développement durable, sur comment mettre en place des pratiques pour améliorer les conditions de travail et salariales. Et ensuite, on les référence et on les met en relation avec des entreprises qui cherchent justement des prestataires qui sont compétents, mais aussi qui sont engagés dans des démarches un peu plus responsables. Donc, du coup, vous les scorez sur tout ce qui est RSE, en fait, un petit peu, c'est ça? Absolument, ouais, absolument. On les évalue sur un cahier des charges bien articulé pour savoir où est-ce qu'ils en sont, s'ils font les choses bien ou pas. S'ils ont plus de difficultés que sur ces questions-là, en fait, on va les accompagner par des démarches de conseil. Super. Une fois que l'accompagnement est terminé et qu'ils sont évalués et qu'ils ont un bon scoring et sont prêts en fait à être mis en relation avec des entreprises, et là on va les sourcer, on va les référencer, les sourcer. Et quand on a des demandes d'entreprise, je cherche un prestataire de propreté, mais je veux quand même que ce soit un prestataire bien en termes de qualité, mais pas que ça. J'aimerais que sur le plan environnemental, il y ait quand même des pratiques qui préservent l'environnement, et sur le plan social, qu'il y ait un traitement aussi des agents qui soit correct, voire qui va vers une amélioration, une évolution de carrière pour ces agents, bah, nous, on sera en mesure de mettre en relation assez facilement, assez rapidement. Et Ah, donc, c'est sur super. le parcours entrepreneurial, l'entreprise a un an, à peu près plus d'un an. Ça fait un peu plus d'un an et demi, quasiment 2 ans qu'on travaille sur le projet. On a eu toute une phase de structuration, de l'idée, de l'approche, d'études de marché, trouver notre Vous avez positionnement. été, vous êtes passé par un incubateur? Ouais, il faut, il faut On se vous faire a marqué un petit accompagner. peu, je crois. Ah ouais, je sais pas, mais en tout cas, le premier truc que j'ai fait quand je me suis lancée, j'ai fait: «J'y vais pas toute seule». Non, non, Ouais. non, non, j'y vais pas toute seule, c'est trop compliqué, l'entrepreneuriat. Et puis, on a beau avoir une idée de génie, si on n'a pas une équipe derrière, mais quand je dis équipe, c'est pas forcément des salariés ou autres, mais si on n'a pas un écosystème sur lequel on peut se reposer, mentalement, mais aussi trouver de l'aide sur certains types, de besoins, spécifiques, on s'écroule très vite parce que, l'entrepreneuriat, c'est un marathon aussi. Donc, même dans parce que j'ai fait un petit peu d'humanitaire et c'est vrai aussi que les gens ont une perception que tout ce qui est social, solidaire, humanitaire, en fait, c'est hyper humain, funky et que c'est plus facile que les environnements économiques purs. Mais la vérité, dis-le. Non, non, c'est pas le cas. Et même sur certains, je dirais même que ça peut être même plus difficile parce qu'il il y a un manque de valorisation de ce qui est fait. Parce que quand on dit justement que l'humanitaire, c'est facile, on pense à ce que c'est du bénévolat, on aide la planète. Maintenant, il y a un travail qui est fait derrière. Et au-delà de ça, quand on est dans des associations, c'est de l'entrepreneuriat aussi. C'est Oui, monter un projet, trouver des sous, trouver des partenaires, mettre en place le projet, et avec moins de sous que ce qu'on peut avoir dans des entreprises, parce qu'il n'y a pas de ressources financières qui sont récurrentes. exactement, exactement. Et je peux en parler parce que pour le coup, moi, j'ai commencé dans l'associatif. Justement, Ouais. mon début de carrière, c'était de me dire, pareil, je veux du sens, moi, je veux travailler que dans des assos. J'ai démarré comme ça, et en fait, je suis ressortie assez frustrée. Pas déçue sur le plan humain, mais vraiment frustrée qu'il n'y ait pas de modèle économique très viable, parce qu'on était toujours dépendant des subventions, des donations, machin, et que le jour où on nous coupait les vivres, tout ce qu'on avait réussi à mettre en place avec beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, et parfois aussi un manque de reconnaissance salariale, parce que quand Ouais. c'est des salaires qui sont bien Ouais. moindres que ce qu'on peut trouver dans Ah une bah oui. entreprise, je me suis dit, ça va pas. Et c'est là que je suis tombée sur l'économie sociale et solidaire, qui était vraiment l'entre-deux.
En termes de mission, ça ressemble un peu à l'association parce qu'on œuvre pour une mission d'utilité sociale, Oui. donc pour un intérêt général. Mais en même temps, c'est sur un modèle économique qui est celui des entreprises, des sociétés commerciales et pas de l'association. Donc, on crée de la valeur, on vend des services. Ces services nous rapportent de l'argent et cet argent-là est supposé servir à la mission d'utilité sociale de la boîte. Donc, c'est un cercle vertueux où on est dépendant de personne, on crée de la valeur, on le reconnaît tant que tel et on espère résoudre un problème sociétal. Et on reste vraiment dans la société civile. Moi, je crois beaucoup plus à l'action de la société civile que celle des pouvoirs publics, par exemple. Ah ouais. Parce que les acteurs de la société civile, c'est vraiment la strate où les choses elles changent. Et dans l'entrepreneuriat social, moi, je trouve ça vraiment génial d'avoir cette alliance des deux, parce que ça montre déjà que ce qui est... Tu n'es pas dans l'antagonisme d'un côté les entrepreneurs et enfin ceux qui amassent de l'argent et de l'autre côté ceux qui font le bien. Absolument. Tu vois, quand tu parles de cercle vertueux, c'est vraiment tout le monde peut être gagnant en fait à construire un modèle positif. Absolument. Moi, moi, à la base, j'étais tellement, je ne vais pas dire marxiste, mais quand j'ai commencé ma vie professionnelle, c'était le capitalisme, c'est mauvais, on se tue, machin. Et en fait, j'ai réappris à comprendre la valeur de l'argent. Ouais. Et en fait, ça dépend de l'utilité que tu lui donnes derrière. Si, en effet, la finalité, c'est juste gagner de l'argent et d'en amasser, y a pas de... ça ne sert un peu à rien. Maintenant, si l'argent te sert est un moyen pour la construction d'un projet sociétal, là, oui, en effet. Ouais. Donc, c'est une reconsidération de la valeur de l'argent. Et, la valeur de la vie économique absolument. On n'est plus sur ce sentiment d'exploitation qu'on peut avoir dans les débuts quand on est très idéaliste. Absolument. Mais c'est une co-construction. Ouais. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous démarchez aussi des entrepreneurs, enfin des entreprises aussi, avec tout le réseau que vous avez maintenant de ces fameux travailleurs invisibles, pour justement les engager vers une plus grande part de responsabilité sociale En fait, en me lançant dans ce projet qui est ensuite devenu entreprise, j'avais un peu sous-estimé tout le travail de sensibilisation et de plaidoyer qu'il y avait derrière. Ouais. Parce qu'on touche à une thématique, comme tu l'as dit, invisible, qui est celle des agents de prestation de services. Généralement, quand on parle de responsabilité des entreprises, ça va s'arrêter à leur activité. Admettons, je produis un produit, des chaises. Ouais. Ça va être le sourcing des chaises, le matériau qui est utilisé pour les chaises, que ce soit bio, pas de nuisance environnementale. Absolument, exactement. Donc, ça va concerner et ça se vend très bien, ces arguments. Ouais. Parce qu'ils sont beaux, ils font plaisir à tout le monde. Mais quand on parle des travailleurs invisibles, on est sur... on est sur autre chose, absolument. Donc la RSE, elle a beaucoup touché sur l'activité même de l'entreprise, mais pas sur les activités annexes. Ouais. C'est-à-dire que les activités annexes, c'est, en fait, un truc qui n'est pas du tout stratégique. Comment je gère mes locaux où il y a mes salariés qui viennent. Donc, je vais employer un prestataire de ménage, je vais employer un prestataire de sécurité. Et là, ces questions-là, elles ne sont pas encore totalement traitées, voire quasiment pas du tout pour beaucoup d'entreprises. Ouais. Et nous, on est arrivé du coup avec cette sensibilisation au niveau des entreprises en disant oui, mais en fait, vous ne savez pas, mais vous avez un problème et vous ne savez même pas. Non, j'ai pas un problème, j'ai une facture que je paye tous les mois. Absolument, ouais. Donc, exactement. C'est leur problème en fait. Et ouais, donc il y a tout un travail de sensibilisation parce que nous, on vise le zéro travailleur précaire au sein de l'entreprise. Et zéro travailleur précaire, ce n'est pas que les salariés, c'est aussi les agents de vos sous-traitants, vu que vous contractualisez avec eux. Et donc on a une cible entreprise où là, on propose aussi une démarche de conseil, mais pas que, on propose aussi des outils de suivi, de mesure de leur impact par rapport à leurs prestataires de services. Parce qu'en fait, même s'ils engagent un prestataire, il y a quand même un intérêt pour eux, c'est de pouvoir valoriser ça en termes d'image, de communication, pour savoir si ça marche, quoi. Et tant mieux. Donc, exactement. Et pour aussi faire des émules et lancer une dynamique. Donc ça, c'est le côté entreprise, et notre deuxième cible, c'est les prestataires de services. Nous, on ne travaille pas encore directement avec les agents. Ce qu'on essaye de faire, c'est changer le système qui aboutit à des conséquences vis-à-vis des agents. Ok, super. Super. Et toi, du coup, ton cheminement, du coup, depuis, tu m'as dit que c'était à peu près depuis 1 an que tu t'étais lancé dans l'aventure. Donc ça, c'est pour le projet à cheminer. Et toi, comment c'est quoi est-ce qu'il y a quelque chose qui a le plus changé en toi durant cette période? Et c'est quels éléments qui ont le plus changé ou
peut-être des éléments où tu ne te doutais pas, en fait, qu'il faudrait appuyer dessus et des problématiques qui sont venues d'elles-mêmes, quoi. Ouais, alors, moi, je ne sais pas si ça a été une chance ou plus au contraire un obstacle, c'est qu'avant de commencer, j'avais fait de l'accompagnement d'entreprise. J'ai eu un parcours dans l'associatif et j'ai eu un parcours ensuite en tant que juriste dans des Oui. entreprises engagées où j'accompagnais sur le plan juridique des startups. Ok. Donc, je connaissais leur galère. Je voyais Gros très bien leur travail. galère. C'est gros travail. Ouais, Gros travail. au Grosse travail. problématique. Ah ouais, exactement. Et le jour où l'entrepreneuriat m'est tombé dessus, où voilà, j'ai constaté ce problème-là et ça me pesait un peu en me disant, je ne peux pas le voir et ne rien faire, sachant que peut-être je peux apporter quelque chose. J'avais horriblement peur parce que je me suis dit, ouais, mais tu as vu le parcours déjà des gens que tu accompagnes? Oh là là, est-ce que tu es prête à te lancer dans ça? Finalement, j'ai décidé de tenter parce que je voulais pas vivre avec Qu'est-ce qui a fait que la peur de, enfin, le sentiment d'intimidation qu'on peut avoir par rapport à certains profils, ouais. et où je sais pas, des fois on a des syndromes d'imposteur, on Ah, on connaît. l'a encore. Ouais, ça, c'est mon premier défi au quotidien. Là, il nous fait ramer, hein. Mais qu'est-ce qui a fait que quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui restent prisonniers de ça, qu'est-ce qui fait que toi, tu dis non, j'y vais quand même? Ce qui a fait que donc l'idée a commencé à germer. Et en fait, alors pour la petite histoire, donc j'ai eu cette idée-là pendant que j'étais dans une entreprise qui était ultra engagée. Pareil, je parlais avec l'agent d'entretien et je me disais, ouais, on est super engagé, mais en fait, pas pour ça, on prend des prestataires qui limite exploitent leurs agents, donc ça, c'est pas cool. Et donc, j'ai eu cette idée-là un soir et j'ai dormi dessus. Et j'arrivais pas à dormir en me disant, ah ouais, c'est quand même cool comme idée et tout. Donc, moi, à l'époque, je vivais toute seule et je n'avais personne qui réveillait pour dire non, mais attends, j'ai cette idée dans la tête et tout, ça m'énerve. Elle ne veut pas sortir demain, je commence à 8 heures, ça me saoule, ça me stresse. Et donc, j'ai fait ce truc un peu stupide. Enfin, stupide, je ne sais pas, je trouve ça marrant aujourd'hui. J'ai pris mon téléphone portable et je me suis filmée en racontant cette idée parce que j'avais juste besoin de l'extérioriser. Et donc, je suis là, un peu comme une gamine avec mon téléphone. Tu as fait un Non, pitch direct. ah ouais, non, mais clairement, mais vraiment une tarée, quoi. Bon, Nora, tu vas rigoler sur cette vidéo en la regardant demain matin. Bon, c'est pas grave, je te dis. Elle en a qui se parle à elle-même. Et du coup, j'ai pitché mon projet, mon début de projet dans cette vidéo. Et ça a été formidable parce que ça m'a sorti de la tête et j'ai réussi à dormir. Oui. Et le lendemain matin, je suis partie au taf et la vie a repris. J'ai zappé mon idée et puis parce que je me sentais pas... tu l'avais déposé dans un endroit sûr. Exactement. J'ai déposé dans un endroit sûr et j'étais pas dans l'idée de la lancer. C'était juste qu'elle était dans ma tête et je n'arrivais pas à dormir. Donc, je l'ai extériorisée et je l'ai mis sur cette vidéo. Quelques jours après, je me suis dit, bon, vas-y, je vais la regarder, je vais taper des barres. Je regarde la vidéo et en fait, en la regardant, je me dis, mais c'est pas con. Quelle fille intéressante. Non, mais je jure, qui est cette personne que je ne connais pas qui, à 3 h du matin, a des idées? C'est bonne idée, 3 h du matin. Non, mais c'est ouf parce qu'en fait, je pense qu'au cours de notre vie, on a traversé de plein d'idées qui sont peut-être géniales. C'est vrai. Sauf qu'on est pris par le quotidien. Soit on est pris par non, mais jamais je vais le faire, c'est un truc qui est fantasmé, c'est trop gros, machin. Soit ensuite on reprend notre vie quotidienne, on laisse passer le truc. Et en fait, le fait de l'avoir mis dans cette vidéo et de me regarder de manière extérieure le lendemain, enfin, pas le lendemain, mais quelques jours après, je me suis dit, en fait, c'est pas cool. Donc, à partir de là, ça a commencé à mûrir, mais de manière très sérieuse dans ma tête en me disant, ah, ça serait bien de le tester. J'arrive de toute manière à la fin de mon truc par rapport à mon contrat de travail. Pourquoi pas l'essayer? Mais ça a pris encore plusieurs mois avant que je me lance. Et à un moment, j'ai eu une opportunité professionnelle qui était incroyable. Et au moment où on me demandait ma réponse, si j'acceptais le job ou pas, je commençais à l'accepter et je me dis, meuf, si tu acceptes ce taf, tu sais très bien que tu vas kiffer le confort, tu vas kiffer machin. Et cette idée qui, ça fait 2-3 mois qui est dans ta tête, tu la feras jamais. Et donc, j'ai suivi mon instinct, j'ai refusé le taf. Et à partir de là, je me dis, bon, là, tu as perdu quelque chose pour ce projet, alors qu'avant, tu n'avais rien perdu, tu n'avais rien mis sur la table. Tu es obligé de le réaliser parce que tu as perdu une opportunité pour ce projet qui n'était rien. Donc, tu es obligé de faire un effort pour y aller. Et donc, mon deuxième point d'action, ça a été, il faut que je me fasse accompagner. Je ne vais pas y arriver, je suis toute seule, je n'ai pas de réseau. Moi, je ne suis pas entrepreneur, j'étais juriste, j'étais dans l'associatif. Je ne suis pas entrepreneur, je ne me connais pas, je sais que je vais avoir plein de galères. Et j'ai trouvé un petit programme d'accompagnement qui m'a juste donné la structuration, pas être toute seule, avoir une communauté d'entrepreneurs, me donner 2-3 tips au départ. Et j'ai commencé comme ça à me mettre doucement à mon rythme. Après, j'ai rencontré mon associé. Ça a pris une autre tournure. Après, j'ai arrêté de bosser. En
100%. Et en fait, politique des petits pas. En fait, je savais où je voulais aller, j'avais ma vision à long terme, mais je me suis dit, ouais, ne regarde pas tout ce que tu dois faire pour y arriver parce que ça va te tétaniser. Donc, step by step, qu'est-ce que tu peux faire avec ton capital connaissance, ton capital matériel, tes ressources humaines, qu'est-ce que tu peux faire pour démarrer quelque chose et petit à petit avancer. Et je pense que, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu dis vraiment tout de suite, tu as laissé mûrir en fait quelque chose, et puis après, quand tu es passé à l'action, c'est une étape après une étape, mais en gardant ta vision. Et ça, déjà, tu vois, il y a plein d'éléments que je trouve super importants dedans. C'est déjà, tu t'es pas laissé impressionner par autre que toi. Parce qu'après, même après, quand tu connais les gens, tu te rends compte, mais j'aurais jamais dû me laisser impressionner. Finalement, chacun a son parcours, chacun a son cheminement, et tous les cheminements sont valables. Ouais, absolument. Moi, j'ai travaillé avec des entrepreneurs, ils me disaient, ouais, j'ai bac -12. Ouais, mais il s'avère que tu es quand même super intéressant. Bah ouais, ça change. Mais que ce que tu proposes, c'est quand même ultra pertinent sur ton marché. Donc, mais de ne pas se laisser impressionner comme ça, donc pas laisser la peur gagner, donner la chance à ton idée. Tu vois, te dire, mon idée, elle est valable. Je peux refuser une offre qui, tangiblement, dans l'immédiat, elle est quand même plus intéressante parce que ça me repose. Mais vraiment, vraiment prendre le pouvoir sur cette idée, quoi. C'est de cette idée, je vais faire un pouvoir, je vais en faire quelque chose, et petit à petit. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se laissent impressionner par l'idée d'entreprendre en se disant, non, mais je suis obligée d'avoir un méga truc hyper parfait. Et en fait, quand tu vois après les organisations du côté obscur de la force, on va dire, tu te rends compte que tout le monde fait des trucs à l'arrache. Et que c'est souvent à l'arrache que ça se passe le mieux, parce que justement, quand c'est trop lisse, trop... tu perds trop de temps, tu n'as pas de temps. Ça se passe toujours à l'arrache parce qu'on doit faire nos preuves. Donc, au bout d'un moment, on ne sait pas tout faire non plus et ce n'est pas grave. Et on apprend step by step. L'entrepreneuriat, c'est un apprentissage, mais sur une vie. C'est ça qui est aussi vachement chouette. Et un autre truc que j'ai fait qui m'a permis d'avoir moins peur à l'idée de me lancer, c'est qu'avant de démarrer, je me suis fait une liste de quels sont mes sacrifices acceptables pour lancer ce projet et quels sont mes sacrifices non acceptables. Et j'ai listé sur, par exemple, un sacrifice acceptable, moins de ciné, moins de vacances, moins de plein de choses. Et sur mes sacrifices non acceptables, en gros, j'avais listé en gros ma famille, mes potes, ma foi, en fait, mon bien-être au quotidien, avoir un foyer, payer mon loyer et ne pas avoir de dette. Je me suis dit, à partir du moment où j'arrive à assurer tous ces points-là, le reste, ça va en fait. J'étais préparée psychologiquement à me dire ça va être financièrement un peu plus galère, ça va être moralement un peu plus difficile, mais j'avais aussi confiance. Alors, j'ai le syndrome de l'imposteur, il y a sur plein de trucs où je n'ai pas confiance, mais j'avais confiance sur mon endurance, sur ma patience et sur ma capacité de travail. Ouais. C'est bien d'avoir eu cette phase des moments de vérité avec soi. Ouais, exactement. Et tu vois, de dire qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas. Exactement. C'est hyper intéressant ce que tu as fait comme démarche parce que de ce que j'ai remarqué aussi dans les entrepreneurs qui réussissent, quel que soit leur domaine, mais ce sont des gens qui ne se mentent pas. Ouais, exactement. Ils ne vont pas chercher à se cacher derrière un faux problème, derrière. Ils savent se dire la chose à un moment. Ouais. Et ça, je pense que c'est un gros facteur de réussite. Si on arrive à garder ça tout au long de son chemin d'entrepreneur, et de dire, bah, tiens, là-dessus, j'ai une limite, je sais que je dois me former ou je sais que je dois déléguer cette partie-là, mais c'est toujours ce dialogue sincère avec soi. Oui, exactement. Qui fait qu'on va pouvoir grandir. Sur tel domaine, je sais que j'ai ces capacités sur tel domaine, je sais que je suis moins bon sur d'autres. Ouais. Et ça, on s'en tape en fait, parce que sur les trucs sur lesquels on est moins bon, on va les trouver, les compétences, soit on va les apprendre par soi-même, soit on va les déléguer. La question, c'est est-ce que j'ai la force mentale pour y arriver et est-ce que justement j'arrive à projeter l'avenir en sachant que ça va être pas facile, mais c'est pas grave. Ça va être des étapes à passer. Et dans le quotidien, du coup, tes défis mindset comme ça d'endurance, parce que bon, ça, on a un mail qui arrive et d'un seul coup, paf, c'est la catastrophe du jour. Ouais. 3 minutes après, il y a la deuxième catastrophe du jour qui arrive. Alors, non, mais c'est... en fait, au départ, ça peut un peu nous immobiliser, mais en fait, à un moment, on devient résilient. Ça fait partie du parcours, donc on a l'habitude. Ouais. On est là, oh, putain, c'était une mauvaise journée aujourd'hui, que des mauvais trucs, c'est down.
Et après, on relativise. Il y a plein de trucs qui sont bien, donc on continue. Mais pour le départ, où c'est peut-être le plus compliqué, Ouais. moi, ce que je faisais, c'est que je crois que c'est vraiment important d'être entouré. Hein. C'est pas... Ça fait un peu, je suis un peu dans la psychologie, un peu bobo, Ah, machin. ouais. Mais moi, j'étais très sceptique vis-à-vis de ça au départ. Mais en fait, non, ça marche. Ça marche. Genre, Je pense avoir... qu'on a souvent besoin d'avoir quelqu'un, ne serait-ce qu'avoir quelqu'un avec qui tu réfléchis à voix haute. Ouais, exactement. Ouais, Tu sais, des ouais. fois, tu as quelqu'un, ça va être celui qui t'aide, celui qui te renvoie la balle. Ouais, ouais, exactement. C'est peut-être quelqu'un qui ne connaît pas forcément directement ton domaine, mais il va te poser les questions d'une manière, ça va Il te... va te faire prendre du recul, Ouais. en fait. Et il va les regarder d'une autre manière. Du coup, moi, quand il y a un truc qui ne va pas, ce qui est bien quand tu es dans une communauté aussi d'entrepreneurs, c'est que les gens ont vécu ça ou vont le vivre, ou etc. Donc, tu as un échange où tu as des gens qui te comprennent. Ou sinon, c'était des potes. Et en fait, quand eux, ils ont leur retour, tu vois, en fait, ah, ça va. Donc, au départ, c'était beaucoup, quand j'allais pas bien sur certains trucs, j'en parlais et en fait, je relativisais très vite ensuite. Ouais. Et encore une fois, la vision, elle est là. C'est que je sais pourquoi je le fais. Je n'ai pas créé un business pour créer un business, c'est qu'il y a un truc plus grand derrière. Et finalement, moi qui pensais que l'entrepreneuriat m'était tombé dessus et que je ne voulais pas devenir entrepreneur, ça n'a jamais été un objectif de vie. Aujourd'hui, c'est un kiff. C'est galère, hein. Je ne vais pas mentir, il y a plein de trucs qui sont compliqués, etc. On le voit sur mes yeux, là, il commence à être fatigué. C'est galère, mais en vrai, si je continue encore tous les jours, c'est qu'il y a une raison qui fait qu'il me Tu tient à ça. t'épanouis, tu sens que tu te réalises Ouais. dans ça. Et tu as réussi à respecter le négociable, non négociable? Alors moi, il y a le négociable, non négociable. Alors, c'est par rapport sur des trucs sur lesquels j'aurais lâché personnellement. Oui, quand tu disais par rapport à ta liste, il y avait des choses sur lesquelles tu ne Non. voulais pas lâcher, etc. Est-ce que tu as bien réussi à tenir ou est-ce que... Ouais, j'ai bien réussi à tenir Ouais, sur justement le non négociable. Il était non négociable ouais, et voilà. il est vraiment resté ma famille, ma foi, mes potes. On trouve toujours des solutions pour se voir, etc. Même si c'est pas forcément aller en vacances à 600 euros. Si c'est vraiment des potes, on arrive toujours à se voir. Et il y avait le seul truc peut-être point non négociable, mais sur lequel je dois retravailler, c'est la santé. C'est-à-dire pas se faire bouffer par son entreprise aussi. Et c'est là où je suis le plus... Parfois, je me dis, ah, j'abuse un peu, je pose trop, ou je suis un peu trop fatiguée, je ne m'écoute pas. Et c'est sur ça sur lequel je dois poser. Sinon, on reste. Après, j'avais vraiment des sacrifices non négociables qui étaient pas non plus... qui étaient naturels, quoi. C'est Oui. vraiment le bien-être social. Ensuite, Ça voilà. faisait partie de tes besoins en fait que tu avais définis. Ouais, mes besoins vitaux, quoi. Enfin, Mais c'est vrai que dans le parcours d'entrepreneur, le burn-out, faut quand même, sa santé mentale, faut la gérer. Et souvent, ça vient à cause des problèmes de santé physique qui commencent par le manque de sommeil. ouais, ouais, ça, c'est un truc qui Ça se passe dans cet déclenche, été. on reçoit trop de nouvelles d'un seul coup. On n'a peut-être pas encore le recul de se dire, attends, c'est pas le projet, il est down, c'est juste une journée qui est down. Absolument. Et du coup, on se dit, ouais, mais si je travaille 3 heures de plus, même si ça grignote ma nuit, c'est pas grave. Au moins, je sais que je vais solder ça. Mais en fait, il y aura toujours quelque chose. Même en travaillant 24 heures sur 24, tu auras Ça toujours change quelque pas. chose. Ouais, moi, c'est un truc que je commence à faire justement à lâcher du lest quand j'en ai marre, j'en ai marre. Ça, c'est aussi le kiff de l'entrepreneuriat, c'est que c'est moi qui décide. Si j'ai Ouais, pas envie, si c'est j'ai pas important envie de garder. Non, ton sentiment de liberté, c'est important. Il y en a, ils n'osent pas prendre ce Ouais, sentiment de liberté. Ils se disent, non, mais attends, la responsabilité est tellement forte, je la lâche pas tant que je suis pas ouais, dans la vision, je la lâche pas. Donc, faut trouver des zones de lâcher prise. Je pense, tu vois, le fait de savoir respecter son corps dans le sommeil déjà, ouais. respecter se dire, voilà, non, à telle heure, il faut que je décroche, c'est clair, et je m'impose Mm, cette discipline-là. Parce que sinon, après, mon cerveau, il va pas être frais demain et je vais prendre des décisions claquées, ouais, ouais. je vais mal réagir, ça va mettre des crispations. Alors déjà que c'est compliqué, on n'a pas besoin d'en rajouter. Mm, Donc, c'est vrai que déjà commencer à se dire, je vais respecter mes temps de sommeil. ouais. Ouais, faut réussir à se Et fixer des limites. Mais pour se ouais, fixer des limites, faut être organisé aussi. C'est-à-dire que ouais, je pense qu'au début, ces erreurs, on les fait tous parce qu'on est trop pris par l'enthousiasme de l'entrepreneuriat. À ouais, un moment, le corps, il dit, eh, vas-y tout seul, hein. ouais. Donc, donc, Moi, je reste sous la donc, couette. ah ouais, non, Ouais, mais clairement. Mais c'est aussi ça qui est chouette, c'est que ouais, ce sentiment de liberté, au final, on travaille plus qu'un salarié, on prend moins de vacances qu'un salarié, donc on est quand même pour beaucoup plus l'instant. investi. Mais la décision de s'arrêter ne dépend que de nous. Enfin, moi, je sais que parfois, voilà, j'ai envie de voir mes gens, enfin, certaines personnes, soit en matinée, soit en après-midi, machin. Je gère mon emploi du temps comme j'ai envie de le gérer. Et même si finalement, je me l'accorde peu parce que je préfère bosser, c'est quand même assez plaisant de se dire, bah, je fais ce que je veux, quoi.
Ouais. Je fais quand même ce que je veux et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je reste dedans. Et l'air de rien, tu vois, j'ai déjà, même si mon projet il plante, enfin mon entreprise elle plante, je ne me le souhaite pas, mais admettons que ce soit le cas, ça n'a pas du tout été une perte de temps parce que j'aurais appris énormément, je me serais développé un réseau, etc. Et surtout parce que je sens qu'il plante, j'en ferai un autre. Parce que ça Ouais, me tu as le plaît. capital expérience avec toi. Ouais, mais surtout, j'ai trouvé, moi, c'est pour un truc qui n'était pas une vocation au départ. Et ça, c'est un pote qui me l'a dit récemment. Il m'a dit, je t'ai jamais vu rester aussi longtemps dans une entreprise ou dans un projet. Généralement, au bout de 6 mois, 1 an, tu en as marre, tu changes. Ouais, Et là, ouais. ça fait quasiment 2 ans que tu es dedans. Et là, tu es en train de te dire peut-être encore une 3e année et machin. Parce que j'aime ça, en fait. Ouais, finalement, tu as pris le virus de l'entrepreneuriat, sous cette forme ou sous une autre après, mais À beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre, et là, tu vois, avec le Covid, j'en ai beaucoup qui ont planté parce que ça a été une période difficile. Ils sont déjà en train de créer leur 2e ou leur 3e projet. Ils sont là, vas-y, on continue. Là, mais pendant je pense 2-3 que mois, ça je vais aussi, c'est le taper, mais je secret de continue. pas, c'est pas un projet d'entreprise. Non, C'est non, non, après, la même si continuité. ça plante ou si on passe le relais ou qu'on passe à une autre aventure, c'est En vrai, c'est le même, tu as raison. C'est le même, en fait, simplement, tu capitalises sur tes erreurs ouais, et tu refais autrement. Et ensuite, exactement. autrement. Et il faut accepter le rapport à l'erreur aussi, le rapport à l'erreur, le rapport à Ouais. tout ça, ça doit être modifié, ça doit se modifier en fait au Mm. fur et à mesure pour pas être sentir prisonnier de l'erreur ou condamné par l'erreur. Tu sais, c'est très français le côté échec. Alors Ouais. qu'en fait, c'est une expérience après une autre expérience. Et des fois, tu as des expériences négatives, elles t'ont apporté, elles font beaucoup plus grandir Mm. que des expériences où c'est passé fluide. Non, mais c'est pas l'échec qu'on apprend. Et puis, en fait, l'échec, c'est très subjectif. Ouais, Mais vraiment, moi, demain, ma boîte à plante, c'est pas du tout un échec, ouais, franchement. ouais, ouais. Tout ce que Non, ça non, m'a apporté, ok, en termes d'oseille, pas tant que ça, au final, c'est pas grave. Mais en termes de compétences, non, enfin, c'est quand même ouf de se dire, je suis dans un taf où tous les jours, j'apprends quelque chose, ouais. où je deviens meilleure sur. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de ça, de me sentir à chaque fois grandir en apprentissage. Euh, et puis aussi, enfin, tu construis un réseau, tu t'ancres dans un écosystème et tu choisis quand même ta profession. Donc, mais après, je ne veux pas non plus enjoliver la réalité. C'est dur. C'est-à-dire, Ouais. c'est le parcours d'un athlète olympique. Hein. C'est vraiment, la comparaison avec le milieu sportif, il est vraiment bon. Enfin, si on veut devenir champion de NBA, etc., c'est beaucoup d'entraînement, c'est se lever aux aurores, c'est bosser, 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 malgré les difficultés. Garder le Et mental malgré les difficultés. ouais, parce que bah, justement, les sportifs, ils travaillent beaucoup leur mental pour ça. Bah ouais, parce que eux, C'est ils fou. sont, t'imagines, à chaque course ou à chaque compète, Ah ouais, réussite ou échec. ouais. Et après, tu as vu, il y en a, ils vont gérer que tel effort à doser pour obtenir telle chose, mais du coup, ils acceptent de renoncer, ils acceptent d'être moins bons sur tel autre concours ou sur telle autre compétition. Mm. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps Au top. à 100%. Je veux dire, humainement, c'est pas. Moi, c'est un petit peu ce que je reproche des fois quand on entend certaines personnes qui parlent de l'entrepreneuriat. Ouais, il faut être à 300%, il faut être à 400%. Ouais, les gars, on est des êtres humains, tous. Ouais, ouais. Donc, Non, il faut connaître ses limites. En fait, non, il ne faut même pas connaître, il faut se connaître. ouais. Ouais, Il ouais. faut savoir sur quoi on est bon, sur quoi on est moins et l'accepter avec humilité. Enfin, Et c'est pas accepter de grave. progresser, en fait, ces démarches de Mais progression. ouais. Et c'est pas. Ouais. Non, mais c'est super intéressant, franchement. Et l'avenir, du coup, donc toi, tu le vois toujours en mode j'entreprends. Ouais, ouais, ouais. Là, pour le moment, je m'amuse bien. Donc, je vais Ouais. continuer. Tu as encore Je du veux aller plaisir dans ce que tu fais. absolument, ouais. Je vais essayer de m'enligner à terme et le plus loin possible où je peux m'enligner cette entreprise. Et que ça marche ou que ça marche pas, même si dans l'éventualité où ça marcherait, je me vois déjà créer autre chose. Le seul truc, c'est de tenir dans la durée. Ouais. C'est pouvoir se financer à chaque fois dans la durée. Donc, bon, beaucoup d'entrepreneurs démarrent au chômage avec les 2 années de chômage qu'ils ont économisées. En plus, soit ça suffit, ils arrivent à se dégager des revenus avec leur activité et c'est cool. Et si ce n'est pas le cas, ils trouvent des alternatives, ils trouvent des emplois mais ce n'est même pas des emplois à temps partiel, ça va être 1 heure, 2 heures ici pour avoir un billet ou deux, prendre Exactement. des Juste tenir prestations le de coup. freelance. Ah ouais, juste tenir le coup parce que leur énergie est focalisée à 80-90% sur leur entreprise. Le reste, c'est que de l'alimentaire. Mais après, ça, C'est c'est que de des choix de vie l'alimentaire. Mais c'est aussi. pas un échec non plus de se dire je suis obligée de passer par cette phase-là. Franchement, Il y a c'est plein d'étapes intermédiaires entre celui
que tu vois à Dubaï qui est Ah ouais, mais bien sûr. Non, et ouais. celui qui commence, tu as des étapes comme ça où tu vas des fois reprendre certaines choses que tu avais laissées, Mais etc. Mais c'est le parcours. tant que dans ta tête, ta boussole, elle est toujours. C'est même au-delà de ça. En fait, on fantasme l'entrepreneuriat en nous vendant des start-upers qui ont fait des millions et c'est majeur. Et c'est incroyable, sauf que nous, on les voit à la fin de leur histoire. Enfin, à la fin, après, ça continue. Mais il y a eu peut-être 1, 2, 3, 5, 6 ans de taf derrière qui ont été très compliqués. Peut-être qu'il y a eu déjà 5 ou 6 entreprises qui ont planté avant. Et ça, on ne sait pas, on voit juste la finalité. Oh, c'est génial, ils ont créé leur boîte, ils font des millions et ils ont fait ça dans un garage. Ouais, mais la réalité, c'est qu'avant tout ça, il y a eu beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs pour en arriver là. Donc, il faut Et même pour ceux qui, accepter en le un an, ont chemin. réussi à pulser, souvent, on se dit, ouais, mais sa boîte, il a commencé il y a un an. Non, mais son histoire, c'est pas sa boîte. Ouais, et son histoire n'a pas commencé il y a Et un les an. 10 On doit pas... dernières années, qu'est-ce qu'il a fait les 10 dernières années? Absolument. Et les 10 dernières années, il a fait comme tout le monde. Ouais, exactement. Donc, c'est vrai que c'est vraiment mais de réussir à garder cette fraîcheur Mm. de vision, à garder s'attacher à cette vision sans se brûler dessus, mais en gardant de l'énergie. Je pense que c'est vraiment ça qui va Ouais, aboutir ouais, vraiment et à il la faut que réussite. la vision soit une passion. Enfin, peu importe la finalité de ce que les gens recherchent. Moi, par exemple, c'est vraiment la mission d'utilité sociale qui me porte et qui Ouais, me bah oui, drive. c'est grand comme mission. Et, ouais, et ça m'anime. C'est-à-dire que moi, c'est plus grand que moi, donc j'y arrive. Pour d'autres Exactement. personnes qui se disent simplement, je crée un business pour créer un business, qui n'ont pas de passion ni pour le métier dans lequel ils se lancent, mais parce qu'ils pensent qu'il y a une opportunité business et qui n'ont pas de vision interne, simplement de faire de l'argent, c'est dur, hein. C'est dur. La finalité, simplement faire de l'argent, ça peut être une finalité qui peut en booster certains, mais à mon